Salut et bienvenue dans Cinestory. On va revenir aujourd'hui un peu aux fondamentaux avec Georges Méliès. Il est grand temps de rendre hommage au papa du cinéma, au papa des effets spéciaux. Méliès est né en 1861. Petit, il voulait devenir peintre. Tiens donc. Il devient ensuite pensionnaire au lycée impérial de Vanves, plus connu sous le nom de lycée Michelet. Alors oui, cette information n'a absolument aucun intérêt, mais comme j'habitais pas très loin, bon voilà, on s'en fout. Une fois le bac obtenu, il veut intégrer les beaux-arts, mais son père refuse. Il devra travailler dans l'entreprise familiale en tant que mécanicien. Ça ne va pas durer très longtemps en fait, il se fait envoyer en Angleterre par ses parents, et c'est là qu'il apprend l'art de la prestidigitation grâce à un certain David Devant. David Devant. Le problème, c'est qu'il n'avait pas énormément d'argent pour pouvoir payer ses cours. Alors en échange de sa formation, Méliès devra lui concevoir les décors pour ses spectacles. Et là vous devez être en train de vous dire que son parcours semble évident quand on connaît un peu la suite de l'histoire, et pourtant il n'a que 22 ans. De retour en France et grâce à l'héritage de son père, il fonde son spectacle de prestidigitation et rachète le théâtre Robert Houdin, qui n'existe plus d'ailleurs, il a été démoli en 1924. Ces représentations rencontrent très vite beaucoup de succès et s'achèvent souvent par la projection de photographies peintes sur verre. Alors je dis pas qu'il a inventé le matte painting avant même la création de la caméra, mais quand même, il faut aussi dire que sa collection d'automates aux gestes plus vrais que nature contribue grandement à ce succès. En 1895, Antoine Lumière, le père d'Auguste et Louis, les frères Lumière, l'invite à la deuxième projection du cinématographe au Salon Indien du Grand Café à Paris, qui existe encore d'ailleurs. Pour l'anecdote, s'il est invité, ce n'est pas grâce à son succès pour ses spectacles, mais parce que les frères Lumière avaient un bureau au-dessus du théâtre Robert Houdin. En fait, ils sont juste croisés comme ça. Méliès devient littéralement fou pendant la projection. Le système du cinématographe le fascine et il imagine déjà la portée de cette invention. Mon premier contact. Ah mon Dieu, c'est bien difficile de vous le dire exactement. Le contact réel a été établi entre moi et Monsieur Lumière par suite de circonstances tout à fait fortuites. Je le rencontrais dans l'escalier du théâtre, dont j'étais directeur à ce moment-là, au théâtre Robert Houdin. Il venait voir au-dessus de chez nous un photographe, Monsieur Clément Maurice, qui fut plus tard son opérateur. Et comme il me connaissait de vue, il me dit « Dites donc, Monsieur Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. » Pourquoi, lui dis-je, mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous épatera vous-même. Vous y êtes allé? Vous avez été épaté? Naturellement, tout ce qu'il y a de plus épaté. Au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, comme nous en faisions chez nous dans nos projections habituelles, que nous faisions à la fin de notre spectacle. J'ai dit comment on me dérange pour voir des projections, il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Il avait fait exprès de laisser son image immobile pendant quelque temps. Quand tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous. Quelques minutes après, un train s'est lancé et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire. Nous étions tous, je dois le dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien. Et vous avez tout de suite pensé à votre public? Oh, mais pensez donc, immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire. Il va tenter d'acheter les brevets des frères Lumière, mais Auguste refuse. Non seulement il refuse, mais il l'envoie un peu balader en lui disant « Remerciez-moi, je vous évite la ruine, car cet appareil, simple curiosité scientifique, n'a aucun avenir commercial. » Méliès a dû se demander un moment s'il ne se foutait pas un peu de sa gueule, parce que les frères Lumière avaient déjà commencé la production de caméras et de projecteurs. Mais tant pis. Du coup, il se précipite à Londres pour acheter un projecteur, le Théatographe, commercialisé par son ami, l'opticien et premier réalisateur de films anglais, Robert William Paul. Et il va transformer ce projecteur en appareil de prise de vue. Si vous n'avez pas vu l'épisode sur la pellicule, c'est le moment. Il lance alors sa propre maison de production qu'il baptise Starfilm et crée en 1897 le premier studio de cinéma du monde dans son jardin à Montreuil. Et s'il crée un studio, c'est avant tout à cause des intempéries et des changements de lumière, parce qu'avant, les tournages se faisaient toujours en extérieur. Comme vous le savez, un blocage des griffes de sa caméra va entraîner le tout premier cut de l'histoire du cinéma, et c'est comme ça qu'il va commencer à réaliser des fictions. Et on en a déjà parlé dans l'épisode consacré aux effets spéciaux, que je vous conseille d'aller voir. Ici. Du coup, il devra même construire un entrepôt pour ses costumes, ses accessoires et tous ses décors. Méliès monte même son propre laboratoire de développement de films et même un atelier de coloriage. Ouais, des films en couleur. C'était du coloriage au pochoir, fait à même le pictogramme, par des dizaines de jeunes femmes. C'est là qu'on se rend compte qu'il sera aussi bien réalisateur qu'acteur, producteur, accessoiriste, décorateur, scénariste et monteur.
Je précise que tous ces métiers n'existaient pas avant. Jusqu'en 1912, il réalise plus de 520 films d'1 à 20 minutes, dont le plus célèbre, Le Voyage dans la Lune, qui le rendra mondialement connu. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est en 1993, très belle année, qu'une copie du Voyage dans la Lune a été déposée par un collectionneur anonyme à la Filmothèque de Barcelone. Alors non seulement il s'agissait de la version la plus complète du film jamais connue, mais la pellicule était également coloriée à la main, pictogramme par pictogramme. C'est fou. Connu à tel point que malheureusement, des salariés d'Edison achetaient des bobines du film Le Voyage dans la Lune pour les dupliquer et exploiter le film aux États-Unis sans reverser le moindre centime à Méliès. Bon, en fait, la pellicule utilisée par Méliès était du 35 mm avec un système de perforation qui violait les brevets déposés par Thomas Edison. Alors pour se venger, il a produit des contrefaçons des œuvres de Méliès pour le faire payer. Sa femme meurt en 1913 et il se retrouve à s'occuper seul de ses 2 enfants, sans compter que la guerre éclate l'année suivante et entraîne la fermeture du théâtre Robert Houdin par arrêté préfectoral. Il tente de survivre financièrement en montant un spectacle dans son studio de Montreuil, mais ça ne fonctionne plus. Le public commence à se désintéresser. Il doit vendre l'ensemble de sa propriété, donc tous ses studios, à Pathé. Oui, ce Pathé-là, ce distributeur que vous connaissez bien. Une grande partie de ces films, de ces bobines, sont vendus à des forains ou réquisitionnés par l'armée. Le but pour l'armée, c'était de les détruire pour en extraire l'argent ou d'en faire des talonnettes destinées aux poilus. Méliès lui-même a brûlé son stock de bobines dans un moment de colère. Le problème, c'est qu'il se voyait réalisateur. Et seulement ça, l'aspect financier, il s'en foutait et ça l'a rattrapé. En 1925, Méliès s'est ruiné et tombé dans l'oubli. Et alors qu'il tient une petite boutique de jouets et de sucreries à la gare Montparnasse, Léon Druot, le directeur du Ciné-Journal, le retrouve par hasard et décide d'organiser un gala en son honneur. Parrainé par Louis Lumière, il obtient la Légion d'honneur en 1931. Et je précise que s'il la reçoit, c'est parce que Charlie Chaplin l'a reçu 2 jours plus tôt et qu'il était très mal vu de récompenser un Anglais et d'abandonner un des piliers du cinéma. Georges Méliès meurt 7 ans plus tard, le 21 janvier 1938, et sera enterré au Père-Lachaise à Paris. Si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, c'était il y a 80 ans, jour pour jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser le petit pouce en l'air. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je suis désolé pour vous. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un d'autre que vous, c'est peut-être possible, alors n'hésitez pas à la partager. On sait jamais. Allez, bye. Venez donc rêver avec moi.